digital. Hmm. Et on a accompagné pendant une dizaine d'années des très grands comptes. Voilà. Et petit à petit, comme on vient du monde de l'open source et qu'on était une organisation distribuée, eh ben, on a eu envie de gérer mieux notre organisation et donc de mieux comprendre ce qui se passait dans cette organisation et donc d'aller vers des sujets data. Et donc on a commencé à faire de la R&D il y a une dizaine d'années là-dessus. Et ensuite, on a fait un pivot stratégique de l'entreprise vers ces sujets data et IA, mais je vous raconte tout ça un petit peu après. Voilà. Parfait. Merci Julien. Et donc moi je suis Yann Gabé, je suis le fondateur de Origami et je vais commencer par une présentation très rapide d'Origami, mais surtout après on va aller dans le vif du sujet et parler roadmap. Julien a développé pas mal de concepts autour de ça et il a aussi pas mal de retours d'expérience à nous partager. Et donc l'idée c'est de voir ensemble comment on peut concrétiser sa vision pour le futur en utilisant l'IA. Euh, Juste pour vous donner quatre informations pour celles et ceux qui connaissent pas Origami. Aujourd'hui, Origami, c'est une entreprise de l'économie sociale et solidaire avec une volonté qui est d'accompagner des talents qu'on va révéler, des talents qu'on va rendre opérationnels pour ensuite qu'ils puissent s'épanouir dans des entreprises qui vont utiliser justement leurs compétences. Et donc, on a un panel d'offres assez large. Donc aujourd'hui, principalement, en fait, on propose aux entreprises de recruter des alternants dans le marketing digital et l'IA. Je vais y revenir. Marketing digital d'un côté, IA et no-code de l'autre. Mais aussi d'accompagner les équipes sur la partie formation, la partie upskilling. Et donc, du coup, former les équipes en entreprise, en interne, sur justement aussi ces compétences-là. Euh, le départ d'Origami, la volonté, c'était, et c'est toujours aujourd'hui ce qui nous anime le plus, c'est de permettre à beaucoup de demandeurs d'emploi, demandeuses d'emploi aussi, qui n'ont pas fait forcément le bon parcours ou qui ont décidé de changer en cours de route à un moment donné, de s'insérer de manière durable en fait dans des métiers qui leur plaisent et des métiers qui sont vraiment les leurs. Donc ça, j'en ai un peu parlé. Ça fait 7 ans qu'on existe. On a à peu près 500 entreprises aujourd'hui qui ont déjà recruté des talents chez nous, ont formé presque 2000 personnes. Et donc, d'un côté, offrir des talents et de l'autre côté, renforcer les équipes opérationnelles. Qu'est-ce qui fait la différence d'Origami? C'est des points assez forts. Le premier, c'est une sélection qui est basée sur les soft skills, sur des tests cognitifs. Donc, étant donné que les gens qui postulent à nos formations sont des gens qui n'ont pas encore été formés justement et qu'on doit à la fois les recruter pour un job et pour une formation. Du coup, on se base pas sur leur CV, ça voudrait absolument rien dire. On va plutôt leur faire passer des tests qui arrivent à démontrer les capacités qu'ils ont. Donc, quand quelqu'un rentre dans une formation chez nous, c'est que on a estimé que la personne avait la capacité de réussir cette formation et donc du coup de réussir dans le job qui va suivre. Donc ça, c'est un peu la promesse qu'on fait aux entreprises. Nous, on mutualise ça évidemment sur des centaines de candidats et donc ça nous permet d'avoir un processus assez lourd mais très puissant pour faire ça. La deuxième chose, c'est la formation intensive, c'est-à-dire qu'on est en bootcamp de 3 mois. Pendant 3 mois, en fait, ils vont faire que de l'IA et du no-code, en l'occurrence, et, euh, et donc sortir avec déjà des compétences très fortes là-dessus. Formation aussi complètement par la pratique, où en fait, ils vont développer un projet tout le long de la formation et donc vraiment réaliser des choses concrètes. Nos formations, ensuite, dans l'alternance, sont certifiantes. Donc, si on ajoute le bootcamp et l'alternance, ça fait à peu près presque 900 heures qui amènent à une certification, à un titre de niveau 6 reconnu donc, par l'État, reconnu au RNCP. Donc, ensuite, en effet, là, ils sont en contrat d'alternance. Le ROI est assez simple pour une entreprise, hein. Recruter un alternant aujourd'hui, c'est des mois, c'est 300 candidats à trier, c'est une vingtaine d'entretiens à faire, c'est un choix qui souvent est fait sur la base d'un CV qui ne veut pas dire grand-chose, ou d'une école, encore pire. Là, voilà, on propose de faire ça pour les boîtes et du coup d'anticiper tout ça et de travailler et d'arriver avec 3 candidats dont un ou une va forcément matcher avec le poste. Et puis, voilà, on est autour de nous, on a un certain nombre de talents qui viennent former aussi nos équipes. Et donc ça, c'est ce qui nous permet d'avoir les meilleurs formateurs comme ça. Et puis pour les entreprises, c'est aussi les profils qu'elles recrutent en alternance chez nous. Bah, quand elles les gardent en CDI après, c'est souvent des profils très investis parce que c'est la boîte qui leur a donné l'opportunité de rentrer sur un nouveau marché. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit,
trois filières, deux très grosses filières, une filière marketing digital et une filière là, qui a un peu fusionné entre gestion de projet et data et tech, maintenant avec cette filière chef de projet IA et no code, où on va vraiment former des opérationnels sur ces deux métiers. Voilà. Et voilà, et je vais passer la main à Julien. Juste un petit point de logistique. Donc on est ensemble pour 1 heure. S'il y a plus de questions, on pourra déborder un peu jusqu'à 14h30. Et surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas, il y a un module Q&R normalement en bas de votre fenêtre Zoom ou en haut, ça dépend comment les configurer, ou Q&A si vous êtes en anglais. Utilisez plutôt ça que le chat, ça nous permet de suivre les réponses et de pouvoir partager tout ça. Au pire, je surveille quand même le chat, mais je laisse la main surtout à Julien maintenant pour présenter ce qui nous anime ici. Ça marche. Ben, merci beaucoup, Yann. Je te laisse gérer du coup les questions et la Exactement, séquence. je fais Ça marche. le disc jockey. Tu fais le modérateur et le relais. Moi, je veux bien aussi que chacun se présente rapidement dans le chat, ou en tout cas, s'ils avaient une attente, pourquoi vous êtes inscrit aujourd'hui à cette masterclass, rapidement, pendant que je prends la main sur l'écran. Et puis, juste redire que moi, j'étais ravi que tu me proposes d'intervenir aujourd'hui et que j'étais très content de répondre à cette invitation parce que c'est vraiment mon combat aujourd'hui, c'est de donner des moyens aux PME et aux entreprises d'investir et de s'approprier rapidement ces sujets IA, et notamment autour de l'axe et des enjeux de souveraineté. Et voilà, on a des choses à proposer là-dessus, donc ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Alors, je prends la main sur l'écran. Est-ce que vous voyez mon écran correctement? Oui, Ouais, très bien. ça marche. Génial. Donc, l'idée d'aujourd'hui, c'est d'être super pragmatique, super très concret. On a effectivement 1 heure. On va voir comment on sépare ce temps. De vous présenter notamment ce qui est issu, nous, de toutes nos années d'expérience et qu'on a appelé AI Business Canvas, en plus court encore AI Canvas, et qui est dérivé de cet outil qui s'appelle le Business Canvas, que tous les consultants connaissent et que si vous ne connaissez pas, je vous invite à découvrir. Mais en tout cas, de toute façon, je vais vous montrer dans le vif du sujet un peu comment ça se passe. Voilà le plan de ce moment qu'on va passer ensemble. Je vais prendre 5-10 petites minutes pour remettre un peu une introduction et le contexte pour qu'on soit tous alignés. Ensuite, on va passer un moment plus approfondi sur les cas concrets d'usage de la data et de l'IA chez Skilled pour que vous voyez un peu qu'est-ce qu'on peut faire chez nous de manière appliquée. À partir de ces premiers cas d'usage, parce que je ne sais pas quel est le niveau de tout le monde dans l'assistance, mais j'imagine que c'est assez hétérogène, on peut prendre un premier temps d'échange et de discussion pour traiter les questions que vous aurez éventuellement posées ou que vous voudrez poser de vive voix. Et après, on repart pour que vous puissiez vous-même mettre en œuvre cette méthodologie et passer à l'action. Donc, vraiment un zoom appliqué sur comment on fait pour mettre tout ça en œuvre. Une petite conclusion, et après, à nouveau, un temps d'échange, parce que c'est ça le plus intéressant et le but aujourd'hui. On est parti. Alors, on repart du début. J'aime bien toujours rappeler qu'est-ce que c'est une entreprise. Et de manière très simple et symbolique, je ne sais pas si vous avez vu le film Le sens de la fête avec Bakri, mais moi j'y pense à chaque fois. C'est-à-dire qu'on peut prendre l'image d'un restaurant, tout le monde a déjà été au restaurant. D'un côté, vous avez dans la salle des clients qu'on peut imaginer heureux, qui reçoivent des belles assiettes à manger. Et de l'autre côté, en cuisine, souvent c'est le cauchemar. Il y a peut-être des gens qui sont arrivés 2 heures avant parce qu'il manquait une personne ou deux qui n'était pas là pour le service. Donc d'un côté, en fait, on a une organisation qui est forcément dynamique au minimum, parfois chaotique. Et de l'autre côté, on a un engagement très ferme de qualité de service client. Et donc, une entreprise, elle doit réconcilier ces deux choses qui sont pourtant parfaitement opposées, et elle le fait avec un certain nombre de processus au milieu qui permettent d'absorber le côté chaotique et dynamique et de garantir finalement la partie visible du résultat côté client.
Et c'est ces processus-là qui vont évoluer, qui sont en train d'évoluer sous l'impact de la data et de l'IA. Donc on retient ces 2 points, tout simplement. C'est une entreprise, c'est un ensemble de ressources au sens très large du terme. Donc c'est-à-dire que ça peut être des objets, ça peut être des humains, et bientôt ce sera sûrement des agents IA aussi. Donc il y a un côté hybride, et il faut faire collaborer le mieux possible, on va dire, le plus harmonieusement possible, toutes ces ressources dans votre écosystème, au sens très large du terme aussi, avec vos clients et vos fournisseurs, pour exécuter le métier qui vous tient à cœur. Et l'intelligence dans ce contexte-là, la définition même de l'intelligence, avant même qu'elle soit artificielle, c'est le fait de comprendre ce qui se passe le plus rapidement possible et de s'adapter le plus efficacement. Voilà, donc de comprendre, de capter son environnement. Vous pouvez aussi penser au biomimétisme et aux individus que nous sommes dans notre environnement. On a les 5 sens, on voit, on entend, etc., ce qui se passe, et on va adapter notre comportement à ça. Donc ça, c'est 2 points très importants à comprendre. Quel rapport avec Skilled? Le rapport avec Skilled, j'ai commencé à vous en parler juste avant l'enregistrement quand je me présentais. C'est qu'on a monté cette société en 2012. Comme on vient du monde de l'open source, on a adopté le même type d'organisation, et donc on a assez vite atteint une taille d'une centaine de personnes qui étaient réparties un peu partout dans le monde entier. Et quand il y a cette taille et ces personnes un peu partout, et ben, on est dans le même contexte que le restaurant tout à l'heure, c'est-à-dire que dans le métier de SN, on a des projets qu'on doit délivrer avec des deadlines et une qualité client. Et de l'autre côté, on a un certain nombre d'événements qui vont se passer, qui sont pas forcément prévisibles et qui vont poser des soucis. Et donc, on a envie de détecter ça le plus tôt possible pour pouvoir éventuellement changer de personne, changer la deadline, communiquer vers un client, etc. En tout cas, s'adapter, donc être intelligent. Pour ça, on a commencé, je disais, dès 2015 à investir sur ce sujet qu'on appelle communément tout ce qui est le future of work, le fait de travailler de manière très distribuée mais efficace quand même. Au départ, c'était pour nous-mêmes. On a donné un nom à la technologie qui nous permet de motoriser tout ça. On a appelé ça Plasma. Vous pourrez jeter un œil un peu plus tard si vous voulez. En fait, ce qui s'est passé, c'est que très vite, on a rencontré 5 clients, 5 sociétés qui n'ont rien à voir en termes de métier avec nous, qui ont voulu adopter la même posture et les mêmes outils. Donc en gros, le fait de savoir ce qui se passe, si possible en temps réel, et de s'adapter très vite. Et donc là, on s'est dit, il y a un signal marché très fort, et donc on a fait un pivot. On s'est fait accompagner, mentorer, financer, accélérer, tout ce que vous voudrez qui finit en « et ». Et on a vraiment recentré l'activité de la société Skilled autour du fait d'aider les autres entreprises, et plus particulièrement les PME et les ETI, à adopter la data et l'IA de manière intelligente et rapide. Et puis, on est en train d'essayer de fédérer toutes les énergies de toutes les personnes qui sont soit consultants, soit formateurs, soit sociétés qui ont fait des technologies souveraines autour de cette data IA souveraine française. Voilà. Pourquoi on fait une masterclass aujourd'hui et pourquoi ce sujet est aussi critique? Parce que j'ai fait un petit sondage, je suis dans un club d'entrepreneurs aussi, j'ai fait un petit sondage et en fait, tout le monde nous dit oui, c'est stratégique, mais pas forcément à 3 ans. Et il y en a quand même pas beaucoup qui disent j'ai beaucoup le temps de voir venir. Donc c'est un sujet qui est aujourd'hui. Moi, je crois que c'est pas du tout à horizon 3 ans. On voit qu'il y a des usages qui sont déjà partout dans la société à titre privé, entre autres avec ChatGPT. Ça pose plein de questions et plein de problèmes. C'est-à-dire que la plupart des salariés utilisent ChatGPT de manière privée au travail, par exemple. Donc c'est en contradiction totale avec le cadre légal et avec pas mal de zones de responsabilité des entreprises. Ça pose des problèmes d'efficacité, ça pose des problèmes de traçabilité, ça pose pas mal de problèmes. Et pour autant, c'est pas si simple de faire autrement, parce que c'est très, 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 très efficace, en fait, ce ChatGPT. Donc, il faut à la fois sensibiliser les gens, et puis leur donner des réelles alternatives pour mettre en œuvre d'autres outils et avoir des bons résultats aussi. Donc, c'est assez intéressant comme contexte, et c'est aujourd'hui. Alors, 3 autres petits points que je souligne. Le premier, c'est que c'est critique, mais la plupart des PME, en fait, ne veulent pas investir beaucoup d'argent sur le sujet, ce qui est totalement paradoxal d'une certaine façon. Alors que c'est un enjeu crucial
de compétitivité. Donc là, il y a un problème de perception, et c'est pour ça qu'il faut beaucoup d'évangélisation, et c'est pour ça que ces masterclass-là, c'est bien, qu'il faut continuer et qu'on en fera d'autres. C'est qu'il faut comprendre que c'est pas un coût, en fait, d'investir dans la data et dans l'IA, c'est un vrai investissement qui est essentiel pour la pérennité même de l'entreprise à échéance quelques années, parce que les choses vont super vite. Donc il faut investir, et il faut investir plus. Ensuite, en termes d'usage, on voit que les usages aujourd'hui qui sont très répandus, c'est essentiellement la génération de contenu, la GenAI, un peu d'analyse de données, d'automatisation, ça on parle, il y a beaucoup de gens qui connaissent Zapier, Make, N8N, un peu de relations clients, mais il y a encore, avec ce qui est en bleu à droite, beaucoup de zones dans l'entreprise qui sont moins outillées, en tout cas pour l'instant, ou moins efficacement, ou de manière moins étendue. Donc ça, c'est bien aussi en fait, il y a pas mal de zones de gisement de productivité à aller chercher sur un certain nombre de fonctions dans l'entreprise. En termes toujours d'usage et de maturité ou d'immaturité, on voit que, ce que je disais juste avant, en termes technologiques, c'est surtout de la Gen AI, donc du chat, et de l'automatisation de base, on va dire, de processus. Mais c'est beaucoup moins des choses avancées en termes d'autonomie, d'agents autonomes ou de plateformes data. Donc là-dessus, pareil, il y a quelque chose, il y a un décalage en fait entre la valeur que les entreprises pourraient tirer et la mise en œuvre de ce qu'elles font aujourd'hui. Dernier point, en fait, oui, l'IA et la data, ça sert à automatiser et gagner du temps, mais en fait, la vraie valeur, elle n'est pas là. La vraie valeur, c'est d'être capable d'observer, c'est de devenir intelligent, si on le dit autrement, c'est d'être capable d'observer ce qui se passe et du coup d'exécuter beaucoup mieux son métier et donc de disrupter la concurrence. Et si vous ne le faites pas, ben, c'est vos concurrents qui le font. Voilà. Donc on résume tout ça. Le dernier, je le passe, on y reviendra aussi. C'est que c'est critique, oui. Pour avancer, il y a des méthodos pour le faire et c'est pas si compliqué que ça et on y revient juste après. Mais pour autant, les entreprises et les chefs d'entreprise ont besoin de comprendre ça, donc il faut évangéliser. Elles ont besoin d'accompagnement, donc ça rejoint ce que disait Yann et Origami, c'est-à-dire d'avoir accès aux bonnes compétences, aux bonnes personnes facilement. Et elles ont besoin de pouvoir budgéter, planifier, intégrer tout ça dans leur vision stratégique. Donc elles ont besoin de faire cette fameuse roadmap de manière très claire pour emmener toutes les équipes avec elles. Voilà, ça c'est ma conclusion de cette petite intro. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Et là, on va se concentrer maintenant sur les cas d'usage très concrets chez Skilled. Alors, je le redis, le métier de Skilled, c'est on fait des projets informatiques. Donc, si vous travaillez avec Skilled, vous avez un espèce de portail qui vous dit bonjour. Et dans ce portail, il y a un certain nombre d'outils qui vont vous être accessibles en fonction de vos rôles. J'en ai pris 3 pour simplifier la discussion d'aujourd'hui. 3 principaux outils. Le premier, c'est un outil de messagerie instantanée. Donc, j'imagine que vous utilisez surtout du Teams ou du Slack, c'est-à-dire que c'est des outils classiques du marché. Chez Skilled, on est 100% open source. Donc, dans notre système d'information, à chaque fois, on a un équivalent, mais open source, de la messagerie instantanée. Donc, pour votre information, ça s'appelle Element. Et donc, ça ressemble comme 2 gouttes d'eau à Slack. Donc, ça, c'est notre outil de tous les jours, parce que comme on est une organisation très distribuée avec des gens dans le monde entier, on a vraiment cette culture de l'asynchrone, comme les communautés distribuées, open source, où tout est par écrit et tout se discute comme ça. On a évidemment des outils de gestion de projet pour piloter toute l'exécution de ce qu'on fait pour nos clients. Et là, je vous ai pris un troisième exemple, il y en a d'autres. On a un outil de mail. Il y a aussi, bien entendu, des calendriers, il y a des documents qui sont stockés, voilà, il y a d'autres outils. Chaque application métier, je vous explique ça, en fait, c'est comme vos 5 sens, finalement, c'est un capteur de ce qui se passe dans votre environnement. Donc, la messagerie instantanée, le chat, qu'est-ce que vous allez pouvoir capter? Vous allez pouvoir capter des messages qui circulent entre soit des personnes
de manière privée, soit dans des discussions de type projet, si c'est appliqué à un projet ou un client, soit tout ce que vous voudrez si vous découpez de manière très fine les discussions et de manière analytique, vous pouvez imaginer plein de façons de bien séparer les discussions et les sujets qui sont concernés. En tout cas, cette application, ce capteur, il capte des messages. L'outil de gestion de projet, qu'est-ce qu'il capte? Il capte finalement la répartition du travail, la distribution du travail. C'est-à-dire qu'en fait, il va capter des tâches et éventuellement de l'effort, de l'énergie, du temps passé sur chacune de ces tâches. Et puis un email, c'est pareil, c'est à nouveau, on va capter des messages, mais au format mail cette fois-ci, et qui peuvent être principalement plutôt tournés vers l'extérieur, je dirais, notamment dans vos interactions avec des clients, par exemple. Donc ça peut être des envois de factures, ça peut être des clients pas contents, ça peut être plein de choses, mais en tout cas, c'est encore une fois une autre source de données que vous pourriez exploiter. Et bien ces trois données déjà, ces trois gisements de données, ces trois applications, si on est capable de les capter en temps réel, on a déjà quelque chose de très puissant finalement pour observer ce dont on parlait au début, c'est-à-dire en fait comment se passe la collaboration dans votre organisation. Donc très concrètement, on peut avoir plein de gains déjà associés à l'exploitation de cette donnée. Et j'ai découpé ça de manière très classique par principale fonction dans l'entreprise. Donc les fonctions classiques, marketing, etc. J'ai regroupé les gains d'usage par fonction. Donc là, je vous donne des exemples. Par exemple, au niveau de la relation client chez Skilled, on monitore dans le chat, on a des canaux dans lesquels on communique avec nos clients. Donc, dans ces canaux, si personne ne discute, c'est grave. Ça veut dire qu'on n'est pas très proche du client, finalement. Si ça discute beaucoup, c'est peut-être qu'il y a une crise et qu'il y a quelque chose, qu'il y a un problème qui est en train de se passer et qu'il faut intervenir. Si ça discute un peu, c'est peut-être qu'on est dans la bonne zone de proximité avec nos clients. Donc typiquement, ça, on va le monitorer et on a un tableau de bord dynamique en temps réel qui contrôle que dans tous les canaux de tous les projets qu'on peut avoir avec nos clients, on a bien des réponses rapides quand il y a un client qui nous pose une question. Et si ce n'est pas le cas, on a une alerte en haut, là vous voyez, là où il y a écrit tous les clients ont reçu une réponse, on a une grosse alerte qui nous dit tel client attend une réponse en haut. Et donc les personnes qui gèrent ces clients vont voir l'alerte et ensuite vont pouvoir réagir. Donc ça permet d'être meilleur dans sa relation avec ses clients grâce à ce monitoring. On a par exemple aussi une analyse avec du LLM, en l'occurrence c'est Claude chez nous, Claude Pro, qui permet, quand on le fait tourner sur les messages qui circulent dans le chat, de détecter automatiquement aussi sur les projets l'état du projet tout simplement, c'est-à-dire en termes de relation client, est-ce que ça va, est-ce que ça va pas, est-ce qu'il y a une crise, est-ce qu'il se passe des choses en ce moment. Ça nous permet éventuellement pour le COMEX ou pour les dirigeants, ou de manière très régulière, je sais pas, tous les mois, toutes les semaines, vous pouvez vous faire une synthèse de vos opérations. Donc vous avez un bilan de tous les projets avec ce qui va pas, qu'est-ce qui est en cours, qu'est-ce qui se passe, tous les points importants. Donc ça, c'est vraiment la force du LLM, c'est que même si vous avez des milliers de messages dans tous les sens, etc., vous avez des synthèses super puissantes qui vous donnent de l'observabilité, cette capacité à comprendre ce qui se passe en temps réel sur vos opérations. Donc ça, c'est pour la partie relation client. Pour la partie RH, super intéressant aussi. Pour la partie RH, nous, on a des gens dans le monde entier, par exemple. Donc, je peux regarder juste simplement en demandant de regarder l'heure des messages qui sont envoyés, détecter des patterns, en fait, détecter des catégories de gens, et voir que, par exemple, ce développeur qui s'appelle Juan, lui, il est là plutôt le soir, et en fait, c'est vraisemblable qu'il soit en Amérique latine. En l'occurrence, c'est le cas. Voilà. Donc en fait, c'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui parle à minuit que c'est quelqu'un qui travaille trop tard en France. Donc ça, le LLM le détecte parfaitement aussi. Donc ça permet de détecter des anomalies et éventuellement de réagir à ce qui ne va pas.
ça permet éventuellement de détecter des risques de turnover ou de désengagement. Alors, je fais juste un aparté là-dessus. Si vous le faites sur les salariés, il y a bien entendu des garde-fous juridiques à prendre en compte sur la RGPD et le AI Act, mais vous pouvez aussi le faire. Enfin, là, en l'occurrence, nous, les développeurs, c'est plutôt des fournisseurs. Donc, on est dans une relation client-fournisseur qui est un petit peu différente. Voilà. Je fais juste cet aparté pour expliquer ça. Mais en tout cas, on peut identifier des risques de désengagement. On peut aussi faire des tableaux de bord de flou sur les gens pour voir est-ce qu'ils travaillent sur les bons sujets ou est-ce qu'ils sont investis dans la communauté, est-ce qu'ils aident les autres, quel est leur type de management, etc., etc. Je me le suis appliqué à moi-même. Par exemple, là, c'est simplement, j'ai demandé au LLM de regarder tous mes messages des 6 derniers mois et de les classer par temps de réponse, par exemple. Donc ça, c'est super. Déjà, c'est très joli. Ça peut être décoratif. Mais au-delà de ça, ça permet de voir est-ce que vous avez une bonne gestion de votre temps et de vos priorités. C'est-à-dire que si vous répondez à toutes les sollicitations dans les 2 secondes, c'est que vous vous dispersez. Si vous répondez à rien du tout, c'est que vous avez aussi un problème de gestion du temps. Et normalement, vous devriez avoir quelque chose comme ça, d'équilibré, où il y a certains sujets qui sont sous votre zone de responsabilité que vous traitez rapidement, et puis d'autres que vous dépriorisez et que vous traitez a posteriori. Voilà. Ça, c'est les exemples RH. Exemple pour du pilotage de société opérationnelle, bah, vous pouvez piloter de manière analytique, pareil, qu'est-ce que ça rapporte ou combien ça coûte sur quel projet. Vous pouvez gérer un certain nombre de, bah, encore une fois, demander tous les jours ou toutes les semaines, finalement, au LLM de résumer ce qui s'est passé. Vous êtes parti en vacances cet été, bah, hop, vous revenez, qu'est-ce qui s'est passé les 3 dernières semaines? Hop, vous avez la réponse de manière très précise et très concise. C'est assez classique de faire des rapports hebdomadaires sur les projets pour le client. Bon, bah, tout ça, c'est automatique. Vous pouvez aussi analyser, faire du mapping en temps réel de l'organisation pour savoir qui travaille sur quel projet et est-ce qu'il y a des dépendances sur les gens entre les projets. Donc c'est d'une puissance folle. J'ai appliqué ça, j'ai communiqué sur LinkedIn aussi il y a quelques jours là-dessus, j'ai fait un petit test sur moi-même aussi. Les matrices RACI, pour ceux qui connaissent, qui sont dans le métier, c'est-à-dire en gros, c'est le fait de savoir est-ce que c'est vous qui devez agir sur un sujet ou est-ce que vous êtes simplement en management du sujet ou est-ce que vous êtes juste informé, c'est-à-dire vous restez au courant mais vous n'agissez pas. Et ben, en lui demandant de classer pareil toutes les discussions avec ce référentiel, vous obtenez instantanément finalement le profil de la personne et ses zones de responsabilité. Donc là, tout ce qui est en rouge, c'est les zones de responsabilité sur lesquelles la personne est active et tout ce qui est en vert, c'est toutes les zones, toutes les sources d'informations pour rester informé, mais sur lesquelles la personne n'est pas active directement dans l'organisation. Donc vous pouvez reconstituer un organigramme, par exemple, ou même les faire évoluer en temps réel, ou même les identifier a posteriori si vous ne saviez pas qui était sur quoi par défaut. Voilà, ça c'est tous les usages chez Skill. Et si on résume, ça je l'avais trouvé sur LinkedIn, mais j'avais trouvé ça pas mal. En fait, on a un petit pense-bête qu'on pourra vous donner après a posteriori, qui permet de bien reclasser les usages d'IA. Donc si vous êtes dans de la perte de temps ou de l'automatisation, ce qu'on appelle du RPA, c'est voilà, une réponse, c'est du processus à automatiser. Si vous passez du temps à produire des choses, ben, c'est de la GenAI. Si vous voulez savoir ce qui va se passer plus tard, là c'est du prédictif, c'est encore autre chose, mais c'est quelque chose, c'est de l'amélioration continue et c'est de la modélisation, donc c'est des temps plus longs. Si vous voulez détecter des anomalies, c'est la même chose, c'est des temps un peu plus longs. Donc voilà, ça je vous le remets, c'est par écrit. Et finalement, j'ai reclassé là un peu les usages actuels qu'on vient de balayer rapidement. On a de l'automatisation, on a de la génération automatique de documents ou de reporting, on a du pilotage temps réel, on a de l'analyse prédictive, et on a cette capacité à faire de la business intelligence de manière autonome avec Claude pour les personnes, vu qu'on est plugué directement sur la donnée temps réel. Et il y a quelques autres avantages concurrentiels significatifs qui sont qu'on a un SI qui est à frais fixes. Et on paye aucune licence SaaS, tout est open source, on a une souveraineté à 100%, et on peut faire évoluer ça comme on veut. Voilà, ça c'est la situation chez Skilled actuellement. Yann, je te redonne la main s'il y a des questions et si vous avez déjà des réactions sur ce qu'on vient de Il se y a dire. une question, il y a une seule question qui avait été posée déjà il y a un petit moment, mais je voulais pas te couper. C'était Tony qui disait comment faire pour structurer la data. Est-ce que
En fait, il aurait voulu un exemple dans la vraie vie, mais je crois que tu as donné un bon exemple là, pas mal. Mais c'est vrai qu'il y a cette question de la structuration, et c'est vrai que dans ce que tu as montré, c'est qu'aujourd'hui, on n'a plus les mêmes besoins de structuration qu'avant. Non. C'est-à-dire qu'on est beaucoup plus souple en fait sur la manière de faire. Par contre, il y a un truc qui est hyper important, et tu l'as mentionné, c'est la qualité de la source quand même. C'est-à-dire que si la data est fausse, forcément, l'analyse est fausse. Et Mm. donc là, toi, tu étais sur des données qui sont générées par des utilisateurs. Donc par définition, elles sont vraies, puisque à moins qu'ils s'amusent à écrire n'importe quoi dans le chat pour faire croire à l'IA que ça va pas ou que ça va bien. Oui. Le truc est là. Mais c'est vrai que quand on traite de la donnée documentaire, par exemple sur un autre cas d'usage où il s'agit de créer un outil pour gérer la connaissance d'une entreprise, on a toujours 50 000 versions de tous les documents, des qui sont justes, des qui sont faux, des versions de brouillon, des versions de travail, etc. Et donc, il y a un gros travail d'analyse et de structuration des données de départ, quoi. Il y a plusieurs éléments de réponse par rapport à ça. Le premier, c'est qu'effectivement, les LLM, si vous en utilisez, ils hallucinent. Donc, c'est-à-dire que ce qui est intéressant, ils sont intéressants pour dégrossir les choses. C'est intéressant pour du test and learn. Donc là, si vous donnez tous les messages qui sont partagés dans l'organisation de Skills, vous pouvez avoir des insights et des informations très intéressantes comme ce que j'ai montré, mais c'est quand même à travailler, c'est des itérations, et justement, quand vous trouvez quelque chose d'intéressant comme format ou comme analyse, tout l'enjeu, c'est de le rendre ensuite durable, c'est-à-dire finalement de pouvoir reproduire cette analyse. Donc bien entendu, vous pouvez stocker ça sous forme d'un prompt que vous pouvez réutiliser, mais ce qui est encore plus intéressant, c'est potentiellement d'en faire une entité que vous allez pouvoir stocker en base de données qui évitera toute hallucination et surtout qui permettra de pré-processer le calcul et de l'avoir aussi de manière accessible et instantanée en évitant d'attendre 10 minutes que Claude fasse sa recherche pour compiler la donnée. Donc, en fait, l'usage de Claude ou d'un outil équivalent LLM sur la donnée que l'on a, je le vois vraiment comme du test and learn. C'est vraiment pour une phase presque de discovery de ce qu'on peut faire avec sa donnée et ensuite on vient le structurer. Ça, c'est important. Le deuxième point que je voulais noter en réaction à ce que tu disais, Yann, c'était que il y a le mythe de clic-clic, on met un LLM et on se connecte à une source. Effectivement, ça marche pas. Ça marche pas pour plein de raisons, parce qu'on va trouver des documents avec une qualité très discutable et plein de versionning, ça tu l'as déjà dit. Mais même si vous vous branchez sur un seul fichier Excel, dans un fichier Excel, il n'y a pas de lien entre une cellule et une autre, de manière sémantique. Donc en fait, l'outil sera incapable d'interpréter ça. Donc c'est vraiment attention aussi au mythe de je me connecte et je vais voir je vais tout comprendre. Ça marche pas. Ce qui permet d'avoir des résultats aussi fins chez Skilled, je ne voulais pas montrer, mais c'est vraiment la structuration des discussions. C'est-à-dire que ce ne sont pas que des discussions de gré à gré entre des personnes, où on n'aurait pas de contexte, ce sont essentiellement des discussions dans des espaces projets, et même dans des sous-espaces dans chaque projet, dans la partie client, dans la partie management, etc. Et donc l'interprétation est rendue beaucoup plus fine, beaucoup plus facile de ce fait. Merci. Il y avait d'autres questions. Il y a une question, est-ce qu'on peut plugger la plateforme, enfin, est-ce qu'elle s'intègre à d'autres outils tels que Jira ou est-ce qu'il faut Elle, utiliser absolument elle s'intègre avec plein d'autres outils. Je vais y revenir sur la partie suivante, sur comment on fait. En fait, il y a deux endroits où il faut travailler pour adapter Plasma ou en tout cas sa stratégie d'Ataya à son contexte. C'est effectivement au niveau des connecteurs. Et au niveau des connecteurs, franchement, j'y reviens juste après, mais euh, vous allez avoir, pareil, vous allez pouvoir aller plus ou moins loin sur les connecteurs. C'est-à-dire que dans Plasma, pour vous répondre très, très facilement, il y a N8N. Donc, vous pouvez utiliser N8N pour vous connecter de manière assez rapide et assez simple, on va dire universelle, à un certain nombre d'applications. Le connecteur du pauvre, encore plus simple qu'N8N, c'est éventuellement que vos applications en question déclenchent des alertes par email et que vous captiez les emails, par exemple. Ça, c'est le connecteur du pauvre. Mais si vous allez vers des usages plus avancés, vous voudrez vraisemblablement personnaliser un peu le connecteur. Et en tout état de cause, je donne juste un exemple pour que vous compreniez bien, même si je reviens après, c'est que
c'est pas si simple que ça de savoir ce que vous voulez. C'est-à-dire, en fait, il y a de la donnée brute. Comme je disais, dans le chat, c'est des messages qui circulent. Mais c'est pas ça qui vous intéresse en termes business. C'est pas le message. C'est l'analyse par exemple, d'un conflit avec un client. C'est de détecter un conflit client. C'est de détecter un stress. C'est de détecter. Donc, c'est l'interprétation de ces messages que vous allez vouloir capter. Donc il y a une première étape qui est effectivement un connecteur pour récupérer la donnée brute. Comme ça, vous pouvez récupérer des messages. Imaginez que dans vos équipes, il y ait Slack et Teams en parallèle. Ben, vous avez peut-être envie de récupérer tous les messages de tous les outils au même endroit. Mais derrière, et c'est ça le travail qu'il faut faire et que j'explique juste après, c'est de réfléchir à quel est votre usage à vous, analytique, de cette donnée que vous allez récupérer. Tu as d'autres questions, Yann? Si, alors attends, il y a une question qui est, t'as un peu répondu, mais si tu peux peut-être préciser, quelles sont les limites des données en entrée, c'est-à-dire le type, les flux, etc. Est-ce qu'il y a des choses qui marchent et des choses qui marchent pas du tout? Il n'y a aucune limite. On a passé 10 ans dessus sur la R&D. La particularité de Plasma par rapport, c'est comme un N8N survitaminé. La particularité de Plasma, c'est que c'est enterprise, donc c'est big data. Ça peut absorber beaucoup de flux et temps réel. C'est du streaming en fait en termes Mm. d'architecture pour parler gros mots. Voilà. Ok. Euh, alors, il y avait une question plus d'intégration, en fait, enfin pas d'intégration, mais d'acceptabilité, une question d'Arnaud. Quelle est l'acceptabilité de l'approche par les équipes? C'est-à-dire, en fait, il peut y avoir un côté, genre, on est surveillé, Ouais. etc. Et tu as un retour à nous faire là-dessus? Ouais, j'y reviens après aussi. Alors ça dépend vraiment des contextes des entreprises. Et en tout état de cause, toute démarche de transformation data IA va commencer par de l'acculturation. Et justement, il faut faire comprendre la démarche. Et par rapport à la RGPD, ce que je disais tout à l'heure, nous, on est dans un contexte international où nos développeurs sont des fournisseurs à l'étranger. Donc, on est dans une relation client-fournisseur qui va être totalement différent de si vous étiez une ESN en France avec tous vos développeurs en CDI salariés. Et auquel cas, s'il y a une démarche à faire à engager de ce type-là, c'est sûr qu'il faut l'engager avec le CSE, avec d'autres gens. Enfin, il faut créer ces conditions de cette acceptabilité. Il faut être clair sur les finalités. En fait, il y a toujours une forme de paradoxe pour répondre à ça, par exemple sur cet aspect RH entre Big Brother et prévention des risques. C'est-à-dire qu'en tant qu'employeur, vous êtes tenu d'avoir un plan de prévention des risques et de mettre tout en œuvre pour faciliter ça. Quand vous êtes dans le monde du service, des ESN, le risque principal, c'est ce qu'on appelle les RPS, c'est les risques psychosociaux. Et donc, justement, vous êtes tenu de mettre tout en œuvre pour éviter un burn-out ou pire, un suicide ou des choses comme ça. En tout cas, tout ce qui est lié à ces RPS. Et donc, le fait d'avoir un outil comme Plasma et de pouvoir utiliser cette donnée pour détecter des gens qui vont pas bien, finalement, ça pourrait très bien s'inscrire dans la prévention des risques. À l'inverse, si vous êtes dans une organisation qui s'en sert pour du management et pour virer les gens, c'est pas la même histoire. Et donc, c'est là-dessus où la finalité de l'usage de la donnée doit être très claire. Mais c'est en rien différent de ce qui existe depuis toujours, c'est-à-dire que vous avez toujours eu un sysadmin dans l'organisation qui a accès à tout. C'est juste qu'il Hmm. ne s'en sert pas pour manager, il s'en sert pour la sécurité. Voilà. J'ai fait un peu le timekeeper, Julien. Oui. Il y a d'autres questions. On va pas pouvoir répondre à tout parce qu'il faut qu'on avance aussi sur le. Comme tu veux, mais on Dans pourrait ce revenir cas-là, après. il y a une question en fait, il y a un cas d'usage en fait qui dérive du cas d'usage que tu as montré là, qui est Anne qui pose la question comment anticiper des signaux faibles sur un marché, faire une veille active et structurer l'information par la suite. En fait, on pourrait utiliser, si je comprends bien, un peu le même esprit Tout à fait. de solution pour faire la même chose. Pour du lead generation et du marketing, complètement. Ouais, bien sûr. Ouais. Voir explorer des tendances. Et après, il y avait une question d'Olivier qui était est-ce qu'on peut plugger un ERP La réponse est oui. Il y en a un dans Plasma, puisque pour la partie facturation, je n'ai pas zoomé là-dessus, mais bien entendu, il y a de la facturation. C'est d'ailleurs ce que monitorent les boîtes en premier, hein, puisque quand on doit facturer, il faut comptabiliser. Donc, on compte toujours ce qu'on produit. Donc, il y a toujours un ERP dans la boucle de près ou de loin. Et il y avait Tony qui précisait sa question, qui dit, en fait, la question n'était pas est-ce que les LLM peuvent structurer la data, mais plutôt comment structurer la data avant traitement par un LLM ou une IA prédictive. Donc là, toi aussi, tu as un peu répondu à la question. En fait, ce que tu dis, c'est que, grosso modo, c'est un flux et que ce flux, est-ce qu'il y a des traitements spécifiques à faire avant C'est relié à l'AI Canvas, donc j'y viens juste après, mais en gros, Ok, il faut, en fait, parfait. il faut décliner votre business, il faut le traduire
et créer votre propre ontologie, pour prendre les gros mots aussi. Allez, bah parfait. Alors, on attaque la suite. Et c'est parti. C'est la transition. Ça marche. Donc, on est parti pour la suite. Donc, on a déjà parlé aussi, mais donc je rappelais juste simplement, il y a des biais dans les LLM, il y a un cadre réglementaire. Et donc justement, le fait que tout le monde utilise ChatGPT de manière sauvage dans l'entreprise, c'est totalement contraire à tout ça et non souhaitable et sous-optimal. Donc il faut absolument que toutes les boîtes proposent à minima une approche de chat souverain. La plupart des grosses boîtes vont amener du copilote et souvent s'en plaignent et trouvent ça nul. Mais reste quand même dans le paradigme Microsoft. La plupart des petites boîtes, ou avec OpenAI bien sûr, la plupart des petites boîtes ont cette liberté de faire d'autres choix. Et là-dessus, ça peut tout à fait être comme ce qu'on a chez Skilled avec Plasma. Donc il y a des solutions qui sont assez intéressantes de ce point de vue-là. Je reviens, je fais juste un micro-point aussi là-dessus, et c'est vraiment le rebond avec la question là, juste avant. C'est que avant toute chose, avant de construire une pyramide, on commence par le socle. Il y a un travail préliminaire qui est de faire ce diagnostic. Donc, ça peut se faire avec la BPI, là, le fameux diagnostic IA qui peut être sponsorisé, pour lequel nous ou d'autres, on peut être agréé. Il y a des questions, il y a des enjeux d'acculturation des équipes. Donc, est-ce qu'il faut les former? Est-ce qu'ils sont à l'aise? Est-ce que vous avez que des gens qui utilisent ChatGPT ou au contraire que des gens qui ont très peur de l'IA et qui veulent pas trop s'en servir et qui sont en train de freiner? Il y a plein de méthodos là-dessus, de formation. Vous pouvez faire, c'est très important et ça marche bien, par exemple, de mettre en œuvre, de créer une charte d'utilisation de l'IA dans l'entreprise. Vous pouvez faire, il y a l'équivalent de la fresque pour le climat, il y a la fresque de l'IA, si vous voulez faire une acculturation collective. Enfin, il y a vraiment pas mal de choses à faire. Et après, il y a un travail d'idéation sur les différents use cases et de sémantique sur se mettre d'accord sur de quoi on parle aussi, avec quels mots. Et ça, c'est très important, parce qu'après, on est dans de la sémantique, justement, avec les LLM. Une fois qu'on a fait ça, là, oui, on peut commencer à automatiser et mettre en place des agents et améliorer son process. À nouveau, c'est ce à quoi pensent les boîtes en premier, notamment tous les entrepreneurs qui n'ont pas forcément une très grande culture IT. Ils vont se dire, l'IA, c'est un coût. Moi, je veux un ROI, donc je vais me concentrer sur ce qui me fait gagner du temps. Voilà, donc un truc qui me fait gagner un jour par semaine, 2 heures par-ci par-là, je suis prêt à dépenser un peu pour avoir ce ROI. C'est vraiment le premier niveau de gain, mais c'est pas du tout le seul. Le deuxième, c'est vraiment l'observabilité que vous allez, cette capacité à observer que vous allez acquérir, pardon, cette capacité, eh ben, ça va vous permettre d'éviter de perdre un client, ça va vous permettre d'éviter un conflit, ça va vous permettre d'éviter un burn-out. Donc en fait, vous allez éviter un certain nombre de risques qui peuvent coûter super cher. Donc en fait, il y a un énorme gain, encore déjà bien plus gros, à avoir de l'observabilité. Et le dernier, c'est de créer un avantage compétitif durable par rapport à vos concurrents. Parce que si vous êtes capable de tout gérer de manière autonome en temps réel et que vos concurrents sont encore à l'ère du papier, ben, c'est sûr que vous allez pouvoir gagner des parts de marché. Alors tout ça, ça a l'air génial. En fait, il manque un gros bout qui est le socle de la pyramide, qui est que l'IA n'est que la cerise sur votre data. C'est-à-dire qu'en fait, quand tout le monde parle d'IA, mais en fait, il faudrait parler que de data. C'est-à-dire que l'IA n'est que une étape de transformation de la donnée que vous allez récupérer. Donc, pour revenir sur la question de tout à l'heure, finalement, le premier enjeu, c'est de savoir à quoi vous allez vous connecter, quelles sont vos sources de données, de commencer à irriguer le système avec la bonne donnée. Et l'IA va venir uniquement en amélioration continue quand vous aurez la donnée qui est sous vos yeux et que ça vous donne des idées de processus ou de gains de productivité que vous allez pouvoir aller chercher en utilisant l'IA de différentes manières, comme on présentait tout à l'heure, soit pour faire du prédictif, soit pour générer des documents, etc. etc. L'idée, c'est d'aller vite aussi parce qu'aujourd'hui, tout le monde est impatient et parce qu'il faut montrer des résultats concrets dans l'entreprise pour embarquer les gens et pas attendre un an avant de voir quelque chose arriver. Donc, l'idée de la méthodo, c'était
d'avoir quelque chose vraiment en très peu de temps, donc avec cette histoire de 3 mois finalement, 30, 60, 90 jours, de démarrer toujours par le côté discovery, identification, c'est-à-dire en gros, ou équivalent du DIAG-IA si on veut pour BPI, c'est-à-dire redéfinir bien les priorités, cartographier ce qui se passe, etc. Cette phase de discovery et d'identification étant faite, on passe direct à des cas d'usage qui ont été priorisés et identifiés, donc on en choisit quelques-uns et on les met en œuvre tout de suite. Et après, on itère à partir de là pour embarquer toutes les équipes. Donc, c'est pas des projets, il y a forcément des gains à aller chercher en 3 mois finalement. Vous n'avez pas besoin de 6 ans pour faire des choses, hein. Donc, une phase de discovery, une phase de test sur quelques cas d'usage, et ensuite vous passez à l'échelle. Et le plus gros frein, c'est plutôt que les boîtes n'investissent pas et sont pris dans le quotidien et dans la routine et ont du mal à dégager du temps et de l'énergie pour cette phase d'investissement. Et je fais juste un micro aparté parce que je discute avec des PME qui sont relativement grosses, qui peuvent faire plusieurs dizaines de millions d'euros. Et en fait, par exemple, il y en a une qui me disait j'ai un problème de gestion des stocks et de trésorerie, mes stocks augmentent, etc. Eh bien, ils sont incapables d'investir 5 000 euros, 10 000 euros sur un sujet comme ça, alors que ça leur coûte mais tellement plus cher. Et en fait, en termes de processus décisionnel, ils n'y arrivent pas. Voilà. Donc ça, c'est vraiment totalement contre-productif. On en vient à cette fameuse méthode là, dont on vous a parlé, qui s'appelle AI Business Canvas, et qu'on va appeler AI Canvas tout simplement, et qu'on vous partage et vous pourrez réutiliser et vous pourrez en faire bon usage, je l'espère. Là, je vous fais une petite présentation théorique déjà rapide pour parcourir l'outil. Et puis juste derrière, je vous montre un cas d'usage très concret sur un de nos clients. Donc le premier, donc, ceux qui sont familiers avec le Business Canvas vont reconnaître un peu les choses, mais en gros l'idée c'est que vous pourriez l'avoir au format papier sur une feuille A4. Vous avez 5 zones colorées à remplir progressivement en partant du milieu. Le milieu, c'est finalement le côté stratégique, c'est-à-dire concrètement, vous allez faire un ou n ateliers avec les dirigeants, le COMEX, le CODIR, ou en tout cas les sponsors au niveau stratégique. L'idée, c'est de bien redéfinir ensemble quel est le business model de l'entreprise, quels sont les enjeux et les pain points stratégiques associés, et d'arriver justement à traduire tout ça en data model. Donc c'est vraiment lié à la question qu'on a eu tout à l'heure, d'arriver à créer le data model qui correspond à ce que vous avez envie d'avoir sous les yeux dans votre cockpit de dirigeant pour piloter votre entreprise. Voilà. Donc ça c'est la partie stratégique. La deuxième partie, qui est à droite, c'est une partie plutôt tactique, c'est-à-dire votre but là, c'est d'identifier des cas d'usage les plus prometteurs, c'est-à-dire ceux qui vont avoir un gain rapide, pas trop d'efforts, etc. Et aussi ceux sur lesquels, dans l'entreprise, vous allez être capable d'identifier des sponsors qui sont motivés pour avancer vite. Donc là-dessus, pareil, il y a plein de méthodos différentes pour arriver à ça. C'est du design thinking. Vous pouvez faire de l'idéation sous différents formats. Après, il y a une phase de priorisation. On vous renverra aussi le détail de la méthode de chaque partie, en tout cas avec les types d'ateliers que vous pouvez faire, les livrables, etc., par écrit. Mais en gros, voilà, l'idée, c'est d'arriver à identifier les use cases, à les prioriser et à avoir les bons sponsors qui vont être moteurs pour vous aider à mettre ça en œuvre rapidement dans l'entreprise. La troisième partie, à gauche, c'est vraiment une question de faisabilité. Donc ça, c'est plutôt avec l'IT, c'est de dire, bah oui, moi j'aimerais bien me connecter à toutes les sources de données de l'entreprise, mais en fait, ça se trouve, vous avez un vieil ERP vraiment inaccessible. Pour pas parler d'AS400 pour les plus vieux, mais inaccessible. Donc on oublie. C'est-à-dire qu'il y avait sûrement plein de cas d'usage super intéressants, mais en fait, on va pas pouvoir, il va falloir 2 ans pour s'y connecter, ou alors on a prévu d'en changer l'année prochaine, et donc ça vaut pas le coup de le faire maintenant, etc. Bon. Donc ça, c'est vraiment de la faisabilité IT, mais c'est très important parce que finalement, à chaque fois, les arbitrages go, no go sur un use case vont dépendre du ROI, donc du gain attendu, mais aussi de l'effort à fournir. Et donc là, c'est la partie effort.
Et une fois que vous avez ces trois parties qui sont relativement claires, et ben, vous allez définir les deux dernières parties, c'est-à-dire, on va démarrer par la droite, ce que j'ai appelé le niveau d'accompagnement, c'est-à-dire en gros, quelle est la maturité de vos équipes. Est-ce que tout le monde est vent debout contre l'IA? Est-ce qu'il y a des gens qui sont motivés? Est-ce que les gens comprennent rien? Est-ce que voilà. Donc, est-ce que vous avez déjà une charte? Est-ce qu'il faut la faire? Est-ce qu'il faut former? Est-ce que les gens au COMEX ont tous 60 ans et savent pas se servir de leur mobile et en fait il faut les coacher et voir, ils osent même pas en parler parce que ça c'est vrai aussi, c'est véridique. Ils osent même pas en parler aux autres membres du COMEX, donc ils se font coacher individuellement de manière privée pour pas le dire, par exemple, ça arrive. Voilà. Donc vous avez vraiment, voilà, il faut évaluer le niveau d'accompagnement. Et bien entendu, si vous avez une société qui est super mature, ben, l'effort sera moindre à fournir que s'il faut former tout le monde et accompagner et mettre des responsables du change management dans l'entreprise pendant 5 ans. Voilà. Et à gauche, c'est une question de rythme d'investissement. Vous avez peut-être identifié plein de pistes d'amélioration. Tout est aligné pour avancer, mais vous n'avez pas le budget cette année. Il faut demander à votre DAF d'aller chercher du financement, et donc ce sera peut-être pour 2026. Ou alors, au contraire, vous venez de faire une levée de fonds et vous êtes au taquet, et puis là, il faut y aller. Donc, vous mettez le curseur où vous voulez. L'idée, c'est que, à nouveau, c'est un temps long, idéalement, et donc, la façon dont on fonctionne, nous, le mieux, à l'usage, avec le recul, c'est vraiment quand on crée une forme de symbiose avec l'autre entreprise. On est presque une forme de task force data IA externalisée, si on veut. Et on intervient en fonction des cas d'usage qu'ils ont identifiés, avec le tampon, le blanc-seing du COMEX qui est d'accord et qui a compris l'intérêt stratégique, et puis avec l'IT qui a dit que c'était OK pour connecter certaines sources, et on adapte le rythme en fonction de ce qui va se passer. Donc il y a des moments ça va aller vite, hop, le mois d'après ça va ralentir, j'en sais rien, mais nous on est très souple là-dessus, on est vraiment là pour aider le client. C'est ça le AI Canvas, c'est toutes ces choses-là réunies. Je vous ai remis un exemple sur Skilled, mais c'est pas celui-là que je vais détailler, je l'ai juste mis là au cas où si vous avez envie de le revoir une autre fois. Je vais vous montrer un cas d'usage. Une question, Oui, dis-moi. Julien. En fait, il y a quelqu'un qui demande, est-ce que tu partages tes slides et ton Canva en fait en mode open source Ah oui, oui, j'ai aucun souci, moi, alors ça, avec ça, j'ai pas de... Donc du Ouais. coup, on pourra le partager avec le replay du... Ah ouais, faites-en bon usage, au contraire, ça me fera plaisir. Et dites-moi ce que vous en faites, dites-moi ce qui va pas, aidez-nous à le faire évoluer. Alors là, nous, on est open source à 100% de A à Z. Hein. C'est en phase avec les aspects RSE, hein, le fait de partager des choses, c'est des biens communs. Enfin, voilà, on est là. Et la valeur, elle se crée collectivement, de toute façon. Donc, Magnifique. voilà. Bah donc, si jamais vous l'utilisez, n'hésitez pas dans l'autre sens à partager aussi vos retours, vos améliorations, etc. Ouais. Comme ça, on aura un outil de dingue. Non, mais bien sûr, ouais. Merci pour la question. Et donc, je vous donne un exemple super, super concret d'un métier que vous ne connaissez peut-être pas, mais qui existe. C'est la société qui s'appelle Akiem, qui est une ancienne filiale de la SNCF et qui fait un très beau métier qui s'appelle du leasing de locomotives. Alors, il n'y en a pas beaucoup qui connaissent normalement. Ça s'invente pas, ça, hein. Non, ça ne s'invente pas, mais ça existe. Voilà. Pourquoi ça existe Parce que quand vous avez des trains, en fait, une locomotive, c'est comme un avion, ça coûte super cher. C'est un asset qui coûte super cher. Donc, imaginez que vous êtes la SNCF et vous avez des lignes à faire tourner ou du fret à faire voyager. Et puis, vos locaux, vous avez 3 locaux qui tombent en panne pour une raison ou une autre. Vous allez avoir envie d'avoir 3 locomotives de rechange pendant 6 mois, le temps de les réparer. Et vous n'allez pas avoir envie d'acheter des locomotives pour 6 mois, donc vous allez les louer. Et donc, il y a des boîtes qui sont là pour vous les louer, et c'est ça le leasing de locomotives. Donc, c'est cette société, Akiem, a en gestion, achète, elle, des locomotives. Elle en a, je ne sais plus si c'est 800 ou 1000, mais enfin, en gros, plusieurs centaines, en tout cas entre 500 et 1000 locomotives qui se promènent en Europe et que vous pouvez louer si le cœur vous en dit. Comme pour les avions, il n'y a pas non plus 36 constructeurs de locomotives. Dans les avions, il y a Airbus et Boeing. Dans les locomotives, il y a essentiellement Siemens et Alstom et quelques autres, mais c'est les deux plus gros. Voilà. Donc, le tableau est planté. Vous avez cette société Akiem qui fait ce leasing de locomotives. Quels sont leurs enjeux
Alors, je vous le mets en anglais, mais c'est un papier de recherche qui est là-dessus, mais en gros, il y a 3 axes principaux pour être bon dans ce business. Il y a le fait d'optimiser la gestion des locomotives, donc d'optimiser les coûts de maintenance, notamment, et les coûts opérationnels. Il y a le fait de faire en sorte que la locomotive, comme les avions low cost, soit en permanence sur des rails et louée. Donc, il faut qu'elle ait un minimum d'indisponibilité, en gros, dit autrement. Et il faut faire en sorte de pouvoir réaffecter des locomotives très vite. Quand il y a un client qui en rend une, vite, il faut la redonner à quelqu'un d'autre. Donc, il y a un côté vraiment gestion de planning un peu et négociation avec ses clients pour, pareil, fluidifier finalement les débuts et les fins de location, en gros. Voilà. Donc ça, c'est ce qui permet d'être compétitif. Si on le résume et qu'on le met en contexte dans le Canvas, dans la colonne des enjeux et des pain points, on voit qu'il y a cet enjeu de disponibilité de la flotte de la locomotive. Il y a un enjeu de pilotage global de tout ça. Il y a un enjeu d'optimisation de la maintenance pour que les locaux restent le moins possible à l'atelier. Il y a un enjeu pour éviter des conflits clients, notamment contractuels sur la facturation parcourue, par exemple, si c'est leur business model. Vous n'avez pas envie non plus de tout acheter à Siemens ou Alstom parce que sinon vous allez être dépendant d'un fournisseur, donc stratégiquement ça ne va pas être très sympa. Et puis pareil, le board vous met la pression pour mieux piloter la société. Donc ça, c'est si vous êtes directeur général de ça, vous avez aussi un enjeu là-dessus de mieux alimenter et de donner cette visibilité au board. Voilà. Comment ça se traduit du côté de la data? Si on reprend ligne à ligne, la disponibilité de la flotte et le pilotage global de cette flotte, ça veut dire que concrètement, vous avez envie de générer des KPIs qui vont vous dire, moi j'ai 90% de ma flotte qui est disponible, j'ai 10% à l'atelier, etc., etc. Enfin, vous allez modéliser finalement, arriver avec des idées, si c'est votre métier. Donc là, on fait des ateliers, mais les gens vont arriver avec des idées sur qu'est-ce qu'il faudrait voir pour s'assurer que tout va bien, en fait. Concrètement, ça veut dire qu'en tête, je vous donne un exemple, ils ont peut-être des outils métiers déjà qu'ils utilisent. Alors là, c'est un qu'on a créé, mais ils ont peut-être des interfaces en tête et des chiffres ou des choses qu'ils voient et ils vont vouloir qu'on recrée ces choses-là pour piloter leur locomotive. Donc là, par exemple, on pourrait voir où est passée la locomotive, combien de temps il lui reste avant de faire le prochain contrôle technique, quel est le niveau de la batterie, est-ce qu'elle est rentrée en maintenance ou pas et à quel moment, etc., etc. Donc, on commence à traduire ces choses-là. Et par exemple, pour éviter les conflits clients de facturation, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il va falloir savoir combien de kilomètres ont été parcourus de manière fiable. Parce que si le client n'a pas confiance, ça va générer du conflit. Donc il va falloir le savoir de manière fiable. Et si vous vous souvenez de Pythagore et de vos études, en fait, le sol n'est pas plat, donc il y a des montagnes. Et donc, à un moment, si vous parcourez une distance mais qu'il y a une montagne, vous allez parcourir plus que si c'est à plat. Donc il y a un enjeu, par exemple, qu'on a identifié avec eux à un moment, c'est de pouvoir modéliser l'élévation des rails. Donc ça, voilà, c'est un exemple de besoin de data qu'on a identifié qui découle des enjeux et des pain points qu'on avait décrits ensemble. Une fois qu'on a fait ça, on a fait ces ateliers, on a discuté un peu avec eux pour savoir quels étaient les cas d'usage très concrets qu'ils avaient envie de mettre en œuvre. Alors, il y avait vraiment le support à la facturation, c'est ce qui est ressorti en premier, c'est pour ça qu'on l'a mis en gras. C'était de dire, il faisait encore plein de choses à la main, c'est très compliqué. Donc ce qu'il voulait, c'est que chaque mois, la distance parcourue par toutes les locomotives d'un client soit remontée automatiquement et de manière fiable. Ça a l'air simple, mais ça ne l'est pas en fait. Mais voilà, ça c'était le use case qui a le plus de valeur parce que déjà il y a un gain opérationnel sur les opérations parce que c'est automatique, mais surtout il y a un gain sur le fait de perdre des clients. Donc ça et des clients, on est dans du B2B très gros, il n'y en a pas 36, il ne faut pas les perdre. Voilà. Après, il y a le fait que quand vous louez une locomotive, il ne faut pas qu'elle tombe en panne non plus. Donc, c'est très important de bien gérer la maintenance, donc de bien récupérer toutes les métriques vitales des locomotives. Voilà.
Et puis, il y a un troisième point qui était ressorti, qui était de dire le COMEX n'est pas très à l'aise sur l'IA, ça n'a rien à voir, hein, mais voilà, il faudrait les former, et donc il faudrait trouver un accompagnement pour ça. Il y avait encore plein d'autres cas d'usage. Les pantographes, c'est ce qui est au-dessus de la locomotive qui permet de se connecter au fil électrique. Bon, il y en a plusieurs types suivant les pays, etc. Donc l'usure n'est pas la même. Voilà. Donc petit à petit, avec le temps, on va identifier d'autres cas d'usage et on va voir quel est le gain et puis on va les prioriser ou pas. Voilà. À gauche, comme on l'a vu tout à l'heure, il y avait l'aspect faisabilité. Donc on a dit il y a deux constructeurs principaux, Siemens et Alstom. En l'occurrence, ils ont des locomotives un troisième et peut-être un quatrième autre constructeur. On les a laissés de côté parce qu'il n'y a que quelques locomotives. Donc on a pris les deux principaux. Ils ont des API, et, enfin on peut connecter à leurs données. Donc on va essayer d'aller récupérer les données de ces deux constructeurs. Tout ce qu'on peut récupérer, dont les signaux GPS. Ils ont un outil de maintenance pour tout le logiciel de maintenance, mais qui, lui, pour le coup, est un peu plus vieux, plus compliqué, etc. Donc on a laissé de côté, par exemple, ce truc-là, temporairement. Pour l'histoire de l'élévation des rails, il y a des données publiques, géographiques. Donc là, on s'est dit, bah super, on va les récupérer, et on va venir modéliser le terrain et les rails pour calculer cette distance. Voilà. Et tous ceux qui sont en rouge, on les a laissés de côté. Ils utilisent du Microsoft aussi, parce que c'est une grosse boîte, du Sage et d'autres trucs. On les a laissés de côté pour l'instant, ces aspects-là. C'était hors scope. Ça, c'est pour être très concret toujours. Voilà, sur une locomotive, qu'est-ce qu'on récupère? On va récupérer sa vitesse, le signal GPS, le nombre de kilomètres parcourus, l'état du fuel, la batterie, etc. Bon. Ça, c'est la modélisation des voies. Pareil, il y a plein de données, c'est très excitant pour tous les data scientists. Voilà. Il y a plein de façons de faire, mais on arrive à modéliser ça de manière assez fine. Voilà. Donc on complète petit à petit le tableau. Pareil, on a dit on va les accompagner un petit peu, mais on a identifié les quelques personnes qu'il fallait accompagner au niveau support client et équipe data. On s'est dit qu'on allait gérer la plateforme pour eux pour l'instant. Et puis on a fixé un rythme d'investissement, par exemple, à 10 000 € par mois, qui correspondait au fait que l'autre alternative stratégique pour eux, c'était de recruter quelqu'un en interne et qu'ils ne l'ont pas fait, voilà, par exemple. Voilà, donc là vous avez le cas complet de mise en œuvre sur ce cas de train et ce client Akiem. Petite pause parce que je parle vite. Mais voilà. Donc je sais pas, j'ai été vite, hein, mais en gros, voilà, pour chacune des parties, on a fait des ateliers, on a discuté avec les bonnes personnes, on a complété, et ça permet d'avoir une feuille de route et de prioriser les cas d'usage, et ensuite de venir compléter ce qui doit être. Petite conclusion, et on prend les échanges tout de suite après. Ça, c'est dans la méthode, mais donc en gros, voilà, le parcours complet pour faire une transformation d'entreprise, c'est bien entendu de démarrer par cette phase d'acculturation, de travail collectif. Ensuite, vous retrouvez les éléments du canvas, c'est-à-dire la partie stratégique, la partie tactique et la partie opérationnelle. Donc en gros, la vision stratégique, les cas d'usage, la faisabilité. Et ensuite, on peut passer au déploiement en adaptant le rythme en fonction des contraintes, du cash flow, de la politique et de tout ce qui se passe, et puis des règlements et de la conformité. Je vous ai remis quelques outils aussi à l'écrit quand on vous partagera, qui sont à la mode en ce moment, mais ça change vite, donc vous mettrez à jour vous-même ce que vous voulez là-dedans. L'idée, c'est que, à nouveau, souvenez-vous, chaque application métier, finalement, c'est un capteur du monde réel. C'est comme ça qu'il faut le voir. Pour chaque outil métier, vous pouvez utiliser du SaaS parce que vous adorez, je ne sais pas moi, Salesforce, HubSpot ou je ne sais pas quoi, et vous êtes prêt à payer pour, et vos équipes font grève si vous n'avez pas l'outil, bon ben gardez-le. Si vous êtes plus souple ou si vous avez envie d'avoir plus de visibilité sur ce qui se passe, vous avez toujours des alternatives open source que vous pouvez rapatrier chez vous, sur lesquelles vous aurez la main et que vous pourrez du coup monitorer, observer de beaucoup plus près et de beaucoup plus fine et beaucoup plus souple. Donc voilà, donc c'est un choix. Mais par contre, le persona type des boîtes, c'est quand même de n'utiliser que du SaaS. Et aujourd'hui, toutes les PME que je croise, elles ont du SaaS, elles ont quasiment pas de culture IT et elles n'ont aucune donnée chez elles. Et ça, c'est très, très grave. Parce que si Trump met une taxe ou si un de vos fournisseurs préférés de logiciels dit je fais x2 ou x3 sur les prix, et ça arrive, il ne faut pas rigoler, c'est ce qui s'est passé avec VMware quand ça a été racheté, voilà, ça va vous coûter très cher comme risque. Donc, je pense que le minimum, c'est que vous pouvez garder toutes vos applis métiers en SaaS, mais c'est de ramener
votre donnée, d'avoir votre passerelle IA, comme on dit, votre AI Gateway, de ramener votre donnée contextualisée avec votre vision stratégique des choses chez vous. Voilà. Et vous pouvez le faire avec Plasma, ce sera beaucoup moins cher qu'avec un Dataiku, un Databricks ou d'autres choses, et ce sera souverain. Voilà. Donc ça, c'est vous qui voyez, après on peut en reparler, mais ramenez-le chez vous. C'est ça qui vous permettra d'avoir des usages d'IA qui n'hallucinent pas et d'optimiser votre boîte efficacement et rapidement. Ah oui, dernier point qui est important, les outils pour nous, dans notre vision des choses, ce sont des commodités. C'est-à-dire la valeur n'est pas là, la valeur, on parlait d'open source et du modèle tout à l'heure, mais la valeur, elle est dans votre donnée chez vous, structurée, uniquement. Les outils, ils changent vite. Tous les 2-3 ans, il y aura des nouveaux outils qui vont arriver. Les modèles, ils changent encore plus vite. De toute façon, vous utiliserez plusieurs modèles pour optimiser les coûts, l'énergie et tout ça. Donc, en fonction de vos usages, il n'y aura pas qu'un seul modèle. Et les outils IA, tout autant. Ça va changer aussi très vite. Donc, finalement, la seule chose dont vous êtes sûr et dont vous avez besoin à échéance 5 ans, c'est votre vision du business et la data qui va avec pour le piloter. Voilà. Conclusion. Vos salariés ne vous attendent pas. Tout le monde fait déjà du chat GPT. Si vous n'avez pas de bonne data, n'essayez pas de faire de l'IA. Il vous faut absolument cette passerelle IA souveraine parce que c'est ça qui va vous permettre d'itérer et de faire de l'amélioration continue. Et au passage, si vous êtes des chefs d'entreprise, ben, ça va vous permettre de valoriser votre boîte aussi énormément. Ne faites jamais d'IA pour de l'IA, ça ne sert à rien. Restez toujours dans le chemin des usages très concrets, personnalisés avec du ROI. Gardez toujours l'humain au centre. Et rappelez-vous que c'est une démarche de transformation comme une autre. Donc, il faut des sponsors, il faut y aller doucement, il faut accompagner, ça prend du temps. Et il n'y a pas de meilleur moment pour démarrer que dès maintenant. Voilà. Donc, j'espère que je vous ai transmis l'idée que c'est simple et pas très cher de démarrer. En fait, il faut y aller. C'est rapide d'avoir des gains, que cette méthode, elle est très activable, voilà, il n'y a plus qu'à faire en fait et à vous lancer, en gros. Voilà. Et on peut reprendre quelques questions. Je t'entends plus, Yann. T'es coupé. Pardon. Est-ce qu'il y a un ROI qui a été calculé pour cette entreprise de leasing? Est-ce que vous avez essayé de mesurer, de projeter le retour sur investissement? Alors, il faut qu'il soit suffisamment gros pour qu'il n'y ait aucun doute. En fait, on ne sert à rien de le calculer de manière fine. Alors, en plus, je l'enseigne aux mines, ça, que c'est pas possible de calculer un ROI. Donc, de toute façon, j'essaie même pas par projet. Mais par contre, ce qu'il faut, c'est vous dire, si vous pensez que vous allez gagner, j'en sais rien, en optimisant un processus, que vous allez gagner 2 jours par mois, par exemple, ça veut dire que dès la première année, vous allez gagner 25 jours, peu importe que le projet en prenne 5 ou 10 finalement. Vous êtes sûr que vous serez dans une zone positive en fait en termes de ROI. Ça sert à rien de le calculer après de manière fine, parce que ça se calcule toujours en relatif versus d'autres optimisations que vous auriez pu faire en fait. Ouais, tout Voilà. à fait. Il y a Olivier qui apprécie beaucoup ta citation. Un outil métier est un capteur du monde réel. Merci. C'est vrai que c'est assez parlant. Euh, alors, attends, paf. Euh, Ça, c'est bon. Et il y avait, est-ce que vous avez ou vous utilisez un template Canva du même genre pour la gestion de la gouvernance de la donnée ou est-ce que tu en connais un qui existe dans le même genre ou pas? Pour la gestion de la gouvernance de la donnée, non, j'en connais pas qui existe pour le même genre. Nous, on en avait fait un sous forme de mind map qui est assez lourd, enfin qui est assez lourd, qui est, en tout cas qui nous servait de manière expérimentale. Mais je pense que la réponse à nouveau là-dessus, c'est plutôt viendra du LLM, c'est-à-dire finalement d'exposer euh, enfin, comment dire, l'architecture de votre data lake au LLM et c'est ça qui permettra de le maintenir à jour en temps réel. Parce que la réponse, je le rapproche de l'exemple que j'ai donné sur les matrices RACI, c'est que moi, historiquement, même si cet outil RACI est super pour savoir qui doit faire quoi dans un projet en termes de gouvernance, je n'ai jamais vu cette méthode appliquée. Ou alors, une fois au début du projet, Oui, oui, c'est fait au début du projet pour faire joli dans l'appel qui s'est d'offres jamais mis à jour après. et pour Et faire parce que consultant et puis le c'est public. infernal. Donc en Ouais. fait, sur l'histoire de la gouvernance de données, c'est pas, enfin, il faut absolument un outil automatique de mapping en fait, qui mette à jour tout seul. En fait. Ouais. Donc je dirais que ce seraient les mêmes outils potentiellement de dashboarding, de restitution, etc., qui sont déjà dans Plasma, qui peuvent permettre de voir ça. Mais j'ai envie de poser la question inverse, en fait, à qui ça sert?
C'est-à-dire, est-ce que Mhm. finalement, enfin, qui a besoin de ça et pour faire quoi? Est-ce que c'est pour faire le ménage enfin, parce que si ça sert à personne, ben, faut pas le faire. Ouais, toujours. On fait ça beaucoup dans notre Airtable. Il y a Arnaud qui demande si tu noues des partenariats avec des boîtes de conseil en IA et si Oui. oui, c'est quel type de profil, ouais. D'accord. Alors, à nouveau, on est dans l'univers open source, nous, donc on a envie de recréer une énorme communauté de gens qui ont envie d'aider les boîtes françaises à devenir souveraines sur ces sujets. Donc toutes les énergies sont bonnes. Et comme je le disais tout à l'heure, finalement, un processus de transformation data IA, c'est énorme, il y a plein d'étapes. Donc, de toute façon, personne ne peut tout faire. Donc, c'est très important d'arriver à avoir des relais à la fois géographiques dans toute la France, à la fois sur les différentes zones de besoin, que ce soit de la formation, de l'accompagnement stratégique, du delivery, etc., parce qu'il va y avoir différents besoins. Et donc, et sur différentes verticales aussi, si vous avez des spécialités, j'en sais rien, sur l'industrie pharma ou l'automobile ou je ne sais quoi, parce que peut-être nous, on va détecter des besoins où on aura besoin d'aide, et peut-être à l'inverse, vous allez détecter des choses où vous avez déjà des clients et vous aurez envie de les emmener plus loin sur la chaîne de valeur en mettant en œuvre, par exemple, un plasma localement chez eux. Super, merci beaucoup Julien. Mhm. Je crois que tout a été répondu et il y a pas mal de gens qui te remercient sur le chat aussi. De même, merci à tous d'être On dans le chat. arrive à écart, donc voilà, je vous invite, en tout cas, on va partager par courrier, pas par mail, par courrier, par mail, on va partager Raccourci. le Ouais, replay du coup, les fichiers de présentation. Donc le temps que la vidéo se processe, etc., qu'on mette un truc avant, après, etc., d'ici demain, je pense, ça sera bon. Donc, et si Julien, moi, tu m'envoies les fichiers, je le partagerai également. Déjà, félicitations parce que c'est un chouette boulot et on voit que ça a déjà porté ses fruits et que c'est quelque chose qui donne envie d'être appliqué aussi à toutes les échelles. Voilà, donc je vous remercie toutes et tous d'avoir participé. N'oubliez pas, voilà, si à un moment donné, bah, vous savez que vous allez avancer, sachez qu'on a les ressources. On peut vous proposer des ressources formées qui vont vous accompagner aussi et qui vont être la matière active qui va aussi vous aider à mettre ça en route parce que ça demande quand même du temps, ça demande d'aller voir des gens, d'aller parler à plein de gens, etc. Et c'est la première chose qu'apprennent nos alternants en fait à écouter le besoin et à comprendre, à aller au-delà du besoin. On appelle ça détective du besoin. Et c'est vraiment ça l'idée. Parce que souvent, on exprime un besoin, mais en fait, le vrai besoin, il est caché derrière. Et donc ça, c'est la première chose qu'on leur apprend. Et puis pareil, si vous avez besoin de vous former ou d'acculturer vos équipes, pensez aussi à nous et on sera ravis de bosser aussi avec Julien pour avancer sur ces réflexions internes. Voilà. À bientôt. Et puis, bon après-midi à tout le monde. Encore un grand merci, Julien, pour tout ce partage et toute cette connaissance. Je t'en prie, merci beaucoup. Merci. Au revoir.